Bonjour, je m'appelle Pauline et je suis ravie de vous accueillir sur On s'en sort, le premier podcast qui parle d'addiction et de dépendance en toute transparence et avec bienveillance. Vous trouverez ici des témoignages de malades, de leur entourage ou de professionnels dans ce domaine. Nous sommes tous touchés par l'addiction, que nous y soyons personnellement confrontés ou qu'elle touche l'un de nos proches. Pourtant, cela reste un sujet difficile à aborder où beaucoup de préjugés et de clichés continuent de circuler. Alors j'ai décidé de donner la parole à ceux qui l'ont vécu. Après tout, ne sont-ils pas les mieux placés pour en parler ? J'espère que leurs témoignages vous aideront à mieux comprendre les mécanismes de cette maladie, que nous réussirons à déconstruire les idées reçues et surtout qu'ils permettront à d'autres malades de s'en sortir. Tout un programme, n'est-ce pas ? D'ailleurs, si vous aimez ce podcast et que vous avez envie de m'aider à le faire grandir, n'hésitez pas à lui donner autant d'étoiles que vous le souhaitez sur Apple Podcast, à m'y laisser un commentaire, à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun nouvel épisode et à le partager autour de vous. Enfin, retrouvez-moi sur Instagram, Facebook ou YouTube, @on s'en sort. Allez, je vous laisse découvrir le témoignage du jour. Bonne écoute! Il y a des situations particulièrement délicates, où nous sommes à la croisée des chemins. L'issue semble totalement incertaine tant nous sommes tiraillés. Puis une certaine détresse personnelle peut s'ajouter à ce brouillard si épais qu'il nous empêche de voir le bout du tunnel, déjà bien tumultueux. Martha était sur un fil, prête à basculer dans un tourbillon infernal. La clé pour atteindre l'équilibre, elle a réussi à la trouver, et c'est ce qu'elle nous raconte aujourd'hui. Alors, je m'appelle Martha, je vais avoir 30 ans dans 3 mois. Je vis en région parisienne, et voilà. Toi, ta propre définition de l'addiction, ce serait quoi ? Alors, pour moi, l'addiction, en fait, c'est un spectre très large qui comprend à la fois les usages nocifs, les usages très nocifs, et puis la consommation vraiment pathologique, je dirais. Ton addiction à toi, c'était quoi ? Alors, moi, le produit que je consommais, c'était de la cocaïne. Et justement, je te parle d'un spectre large. Parce que pendant très longtemps, en fait, je me suis pas vraiment reconnue dans cette définition de quelqu'un de addict. Alors évidemment, on pourrait se dire que c'est parce que, tu vois, j'assumais pas forcément ce que je faisais et que j'en avais honte. Mais en étant suivie aujourd'hui par un XAPA, et notamment par une addictologue au sein de ce SAPA et une psychologue qui est spécialisée en addictologie, on a pu qualifier plus spécifiquement la façon dont je consommais. Donc, d'après ces professionnels, il s'agirait plutôt d'un usage très nocif avec lequel il faut être hyper vigilant. Mais pour mes médecins, du coup, c'est pas une addiction, tu vois, médicale, pathologique et physique, quoi. Ok, très bien. Tu nous as parlé du XAPA, est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Parce que je suis pas sûre que tout le monde sache vraiment ce que c'est. Ouais, alors un XAPA, en fait, c'est un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Je suis intégrée à cette structure, enfin intégrée non parce que je suis pas, tu vois, hospitalisée ou quoi, mais je suis suivie par un XAPA depuis. Ça a commencé pendant le confinement, en fait, à la fin du confinement. Parce que comme je t'expliquais par message, moi j'ai eu un parcours pour me soigner où j'ai essayé vraiment d'utiliser tous les outils qui étaient à ma disposition. Donc dans un premier temps, j'ai vu un psychiatre avec qui j'avais des consultations de psychothérapie. J'allais le voir pour mes problèmes de consommation, mais aussi pour d'autres soucis suite à une très grosse rupture après 10 ans de relation. Je me suis rendu compte en fait assez rapidement que je pouvais pas tout régler avec ce psy. Donc j'ai préféré me concentrer avec ce psy plutôt sur mes problèmes, je dirais, qui sont intrinsèques à moi-même, à ma relation avec moi-même et puis à la dépression que je traversais à ce moment-là. Et puis je parlais pas vraiment beaucoup de drogue avec ce psy. Et du coup j'ai contacté sur conseil d'un ami le XAPA de Villeneuve-la-Garenne. Et j'ai eu l'occasion du coup d'avoir des rendez-vous avec une addictologue. Et maintenant, je suis suivie quasiment uniquement par la psychologue en addictologie. Donc là, tu disais, tu as été suivie par une psychologue avant de te rendre, au XAPA. Tu disais, tu ne parlais pas forcément, de drogue. Est-ce qu'il y avait une raison particulière à ça? Ou c'est juste que, tu sentais que c'était pas la bonne personne pour en parler? J'ai choisi ce psy spécifiquement parce que il avait une spécialité il avait un diplôme universitaire en alcoolologie. Et moi, si tu veux, l'usage des drogues a toujours été lié à l'alcool. C'est-à-dire que j'ai jamais consommé de cocaïne
en étant sobre. J'ai déjà pensé, tu vois, quand c'était l'arrivée du week-end, je me disais, bah tiens, ce soir, je vais faire l'apéro avec mes potes et puis je vais certainement prendre un peu de coke. Mais c'était pas quelque chose que je faisais en étant sobre. Donc je pensais qu'il y avait un lien avec ça et que c'était intéressant de creuser par rapport à ça. Donc si tu veux, à mon premier rendez-vous avec ce psy, en fait, il m'a demandé un peu, bah, du coup, pourquoi est-ce que je venais le voir. Donc je lui ai expliqué tout ce qui allait pas, j'ai pas mal parlé des drogues. Et en fait, ce qu'on faisait pendant plusieurs séances, c'est que quand j'allais le voir, il me demandait si j'avais consommé, il me demandait ce que j'avais fait le week-end, si j'avais beaucoup bu, etc. Et en fait, très rapidement, j'ai senti qu'on atteignait des limites par rapport à ce sujet de consommation de drogue, parce que je trouvais que sur le sujet, il était hyper... comment dire, enfin, pas qu'il avait des idées arrêtées, mais je trouvais qu'il avait ouais, qu'il était assez drastique en fait. Enfin, pour lui, il n'y avait pas vraiment de flexibilité possible. Après, ça s'explique aussi par le fait que la plupart de ses patients étaient des gens qui étaient vraiment alcooliques ou tu vois, qui avaient des addictions très sévères. Donc, je pense que lui, il était plutôt dans la prévention, mais très très forte. C'est pas que ça me faisait pas du bien d'en parler avec lui, mais j'avais pas l'impression qu'il m'apportait grand chose. Parce que si tu veux, moi, c'est des sujets sur lesquels j'avais déjà beaucoup réfléchi auparavant. Et je pense que j'étais assez clairvoyante sur le problème que j'avais. Et puis c'est même lui-même ce qu'il me disait. Il me disait, bah, je comprends pas trop. Bah, je comprends pas trop, mais il me disait, c'est curieux parce qu'en fait, vous venez me voir, vous me parlez de ce problème-là et d'autres problèmes, mais vous avez l'air en fait de déjà savoir et d'avoir déjà bien décortiqué le sujet. Donc, si tu veux, j'avais l'impression qu'on n'allait pas vraiment beaucoup plus loin. Et, et puis, je pense aussi très honnêtement que les fois où je reconsommais après l'avoir vu à une séance, je m'étais juré de jamais mentir à mon psy parce que je partais du principe que si je commençais une thérapie, il fallait vraiment dire toute la vérité à 100% et qu'il fallait pas avoir honte. Mais c'est vrai que ça me mettait mal à l'aise en fait quand je savais que j'avais consommé et que j'allais voir mon psy parce qu'il n'était pas moralisateur, mais je pense qu'il se rendait pas compte, ne serait-ce que des expressions de visage qu'il avait. Et quand je lui annonçais ces trucs-là, en fait, il levait un peu toujours les yeux au ciel. Et pourtant, il était très sympathique avec moi, hein, mais ça me mettait très mal à l'aise. Donc assez vite, j'en ai eu un petit peu marre de parler de ce sujet-là. Et puis je sentais qu'il y avait d'autres sujets que je pouvais explorer de façon plus approfondie en fait avec lui. Donc, comment tu es tombée, toi, dans l'engrenage de la drogue? Est-ce que à quel âge déjà ça a démarré et comment ça a démarré? En fait, ça a démarré de façon très insidieuse, je dirais. Mais ça, je pense que c'est parce que j'ai une éducation par rapport à la drogue qui a toujours été hyper stricte, dans le sens où moi, dans ma famille, la drogue, c'est quelque chose qui était vachement diabolisé en fait. Donc c'était tout de suite perçu comme quelque chose de très grave. Et moi, j'ai pas vraiment eu de prévention par rapport à ça. J'en ai eu évidemment au collège, mais c'était vraiment pas de la prévention très efficace à mon sens. Mais avec mes parents, enfin, si tu veux, il n'y avait pas vraiment de discussion qui était possible. C'était juste, il faut surtout pas y toucher, c'est très grave. Et mes parents eux-mêmes, en fait, quasiment de leur vie, jamais bu une goutte d'alcool ou n'ont même jamais consommé la moindre drogue, si tu veux. Le seul truc un peu malsain que mon père faisait, par exemple, c'était de fumer des cigarettes. Et du coup, je pense que j'ai toujours eu un rapport à la drogue qui était très, très bizarre par rapport à ça. C'était quelque chose qui me terrifiait vraiment. Donc, il faut savoir que moi, avant de consommer de la drogue, j'étais vraiment profondément anti-drogue. Et à l'époque où mes amis commençaient à en consommer en festival ou à en consommer comme ça à des soirées, dès que j'apprenais que j'avais un pote ou une pote qui avait pris quelque chose, enfin tout le monde me le cachait parce qu'ils savaient que si j'étais au courant, j'allais les déboîter en fait. Du coup, moi, c'est arrivé de façon très insidieuse, donc je voyais qu'il y en avait de plus en plus autour de moi. J'ai commencé assez tard en fait. La première fois que j'en ai pris, vraiment, ça devait être il y a 4 ans. Donc j'avais 25 ans. Je revenais d'une année d'études à l'étranger et j'avais rencontré un mec, enfin c'était plus ou moins un pote. Et lui, il consommait. Mais il consommait. Bon, c'est quelqu'un que j'ai perdu de vue de toute manière très rapidement, mais lui, d'après lui, voilà, j'avais l'impression que c'était quelqu'un qui, entre guillemets, gérait sa consommation, pardon. Ce qui est quand même souvent à l'heure, hein, quand les gens disent ça. Et en fait, ça s'est passé tout bêtement, c'est-à-dire que un jour, je l'ai vu chez lui, il revenait d'un week-end en Bretagne, il m'expliquait que voilà, c'était une grosse teuf, qu'ils avaient pris tous enfin, voilà, de l'ecstasy, de la cocaïne, etc. Et moi, c'est des trucs que j'avais jamais vus de mes yeux, en fait, quasiment. La première fois que j'avais vu de la cocaïne de mes yeux, c'était peut-être, je sais pas, 3 ans auparavant, à une soirée.
J'avais déjà voulu essayer, mais j'étais pétrifiée. La personne avec qui j'avais voulu essayer, en fait, on avait mis dans un verre avec du jus de pomme et du champagne. Sauf que le mec, en fait, en l'occurrence, avait tout bu, donc j'avais quasiment rien goûté, j'avais eu absolument aucun effet. Et ça a été mon tout premier contact. Ensuite, donc, retour à cet ami que j'ai rencontré, avec qui j'en ai pris à 25 ans, 24-25 ans. Du coup, il me raconte ça, il me raconte qu'il en a pris ce week-end. Et je lui dis, ah ouais, mais j'ai jamais vu à quoi ressemblait, je sais même plus si c'était de l'ecstasy ou de la MDMA. Je lui dis, je sais pas à quoi ça ressemble et tout, montre, je te crois pas. Donc il m'a montré. Et puis je sais pas, j'ai été prise d'un élan un peu de témérité. Et j'avais envie, je sais pas, de me lâcher, de me sentir libre, parce que c'était une période de ma vie où j'avais beaucoup de stress, de pression par rapport à mon avenir professionnel, par rapport à des problèmes familiaux, enfin des problèmes de santé dans ma famille. Et moi, j'ai souvent assimilé la drogue à un synonyme de liberté, à tort. Et du coup, on a essayé. Et forcément, j'ai bien aimé. Mais j'ai pas aimé. Enfin, j'ai bien aimé, mais je me suis pas dit, oh là là, dès le lendemain, je vais en reprendre. Je vais en reprendre tout de suite. Mais avec du recul, c'est vrai que je me rends compte qu'après la première fois où j'en ai vraiment pris, je me suis sentie, je l'ai pas dit sur tous les toits, je l'ai dit à mes amis les plus proches parce que je sentais que je devais quand même leur dire. Et quand je leur ai expliqué, je me sentais un peu honteuse, enfin j'étais un peu penaude. Mais en réalité, je pense que j'avais un peu je sais pas, une pointe d'orgueil par rapport à ça, parce que j'avais l'impression de faire un truc de grande personne, de faire un truc un peu sauvage, un peu téméraire. Voilà, de quelqu'un qui a la chance de lâcher prise complètement, ce qui n'est pas du tout mon cas dans la vie en réalité, parce que moi j'ai un vrai problème avec le lâcher prise. Donc ça, c'était mon premier vrai contact. C'était de la cocaïne du coup? Ouais, c'était de la cocaïne et j'avais bu dans une bière, il me semble que c'était un peu de MDMA. D'accord. Et avant tout ça, est-ce que ça t'arrivait de boire régulièrement? Enfin, sans que ce soit une consommation problématique, mais est-ce que tu consommais d'autres, substances, qu'on appelle psychoactives comme l'alcool? Ouais, je buvais de l'alcool, mais pareil, en fait, moi, j'ai commencé à boire hyper tard, en fait, parce que, pour mes parents, de toute façon, c'était hors de question et que quand j'étais adolescente, en fait, il y a eu une grosse période où j'avais quasiment pas le droit de sortir. Et quand je sortais, moi, j'avais la permission de 23 heures ou minuit. Et mon père venait me chercher en général. Donc il était absolument hors de question que je rentre en étant ivre. Alors il y a déjà eu des soirées, mais très rares, où j'ai bu et où je suis rentrée bourrée, enfin même à vomir devant chez moi, etc., accompagnée par des potes. Mais globalement, toute mon adolescence, tout le lycée, c'était très compliqué pour moi de sortir. Après, c'est compliqué, mais c'est que mes parents ont divorcé quand j'étais ado. Et au début, je vivais avec ma mère, donc avec qui je pouvais un peu sortir, et puis je sortais un peu en cachette avec une amie qui était ma meilleure amie de l'époque. Mais du coup, tu vois, quand je sortais avec elle, j'avais 14-15 ans, on sortait jusqu'au bout de la nuit en boîte, mais on buvait pas d'alcool à cette époque. Et j'ai commencé vraiment à boire, entre guillemets, régulièrement quand j'étais plutôt à la fac. La première cuite que je me suis prise, c'était après les examens du bac. Et donc ouais, j'ai commencé à boire vraiment en soirée à la fac, mais encore là, tu vois, ça restait quand même hyper raisonnable parce que de toute façon, j'étais beaucoup trop occupée par mes études. Parce qu'en plus, je bossais en même temps que mes cours. Oui, quand je sortais, je me bourrais la gueule avec mes amis, mais c'était quand même très cadré, quoi. Et là où par rapport à l'alcool, ça a commencé à déraper, je dirais, c'est quand j'ai commencé à arriver à la fin de mes études, que je faisais des stages qui étaient super bien payés. Je sais pas, j'avais encore ce besoin de me sentir, faire comme les adultes en fait. Je trouvais ça super cool à la fin de mon stage d'aller retrouver mes potes, d'aller boire du vin blanc en terrasse, parce que je trouvais que ça faisait sophistiqué, que ça faisait adulte, accompli. Ce qui, avec un peu de recul, est un peu de ridicule, quoi, je pense. Mais enfin, ouais, honnêtement, je vais pas mentir, j'avais l'impression d'être un peu comme dans Sex and the City, quoi. Oui, et c'est vrai que dans les films, dans les séries, on voit, très régulièrement, des femmes, des hommes, consommer de l'alcool, comme si c'était un soda, quoi. C'est-à-dire: «Je Ouais, rentre du c'est ça. travail, je me sers un verre de vin», quoi. C'est ça, c'est Ouais. c'est hyper banalisé. Enfin, maintenant que tu le dis, tu vois, c'est vrai que moi, je regardais beaucoup de séries avec, tu vois, des ados, mais en fait, des ados qui vivaient comme des adultes, au final. Et dans ces Genre séries-là, Gossip Girl, exactement, j'étais super fan de Gossip Girl. J'avais mmh. lu, tu vois, tous les bouquins avant que la série sorte. J'avais binge-watché la série quand elle était sortie. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais en fait, dans cette série, c'est des jeunes qui sont mineurs, sachant qu'aux États-Unis,
Enfin, l'âge légal pour boire de l'alcool est à 21 ans quand même, mais c'est des gens qui, dans la série, ont 16 ans et qui boivent du champagne au petit déjeuner. Donc, Oui, c'est clair. je sais pas si ça m'a vraiment beaucoup influencé, mais c'est vrai que moi, j'avais cette image-là voilà, j'avais 25 ans, 24 ans, j'avais l'impression de devenir une working girl et je trouvais ça cool à la fin de ma journée d'aller boire des coups avec mes potes. Et après, donc tu as commencé à consommer, de la cocaïne en l'occurrence, que vers 24-25 ans. Après cette première prise, donc tu nous disais tout à l'heure que tu ne t'es pas, sentie dès le lendemain, en tout cas pas forcément accro, mais tu as pas eu envie dès le lendemain de réessayer. Mais à quel moment, tu as senti que ça arrivait de plus en plus fréquemment? Est-ce que tu l'as vu venir en fait, cette consommation plus régulière ou tu t'en es rendu compte, plus tardivement? Alors, oui, effectivement, comme tu disais, dès le lendemain, tu vois, j'ai pas ressenti le besoin de reconsommer. Surtout que, tu vois, la cocaïne, c'est une drogue qui va déclencher une dépendance psychologique, mais tu vas pas avoir de dépendance physique. Enfin, si tant est que tu la sniffes. Par contre, c'est sûr que si tu la fumes, enfin, tu fumes du crack en fait, je sais même pas si c'est possible de s'injecter de la cocaïne, mais j'imagine que ça doit être le cas. Là, oui, tu as des dépendances physiques. Mais oui, alors du coup, ce qui s'est passé, c'est que je te parlais tout à l'heure d'une de mes meilleures amies avec qui je sortais en boîte très jeune, avec laquelle on buvait pas du tout d'alcool. Et en fait, si tu veux, cette amie, je l'ai perdue de vue justement quand j'étais à la fac. Pendant 5 ans, on s'est pas parlé. Et puis elle m'a manqué, donc je m'en voulais un petit peu. Et puis j'étais un peu plus au calme, je dirais, par rapport à mes études, etc. Donc j'ai repris contact avec elle. Et en fait, euh, tous ses potes sans exception consommaient. Et tous ses potes, en fait, bossaient dans le milieu de la nuit et bossaient beaucoup dans Pigalle ou dans des quartiers où il y a beaucoup de bars. Et du coup, il y avait ce truc-là qui, à l'époque, m'avait paru assez fascinant et qui me sortait un peu de ma réalité très stressante et très contraignante, où en fait, on avait un peu nos entrées partout parce que faut savoir que dans ce milieu-là de la nuit, en fait, tu bosses dans un bar, en fait, tu connais tous les videurs de boîtes aux alentours. Tu connais tous les barmaids des bars aux alentours. Donc en fait, tu peux un peu rentrer partout comme tu veux. Tu te retrouves invité, enfin tu te retrouves à pouvoir aller à des soirées qui, à l'époque, beaucoup moins maintenant, hein, mais à l'époque me paraissaient vraiment ouf. Et puis surtout, tu te retrouves à commencer à faire des afters. Donc, c'est-à-dire une fois que la boîte elle est terminée, on part chez quelqu'un. Et du coup, ça a commencé comme ça. Donc, une première fois, j'ai essayé avec elle, ça m'a pas fait trop d'effet. Voilà, on était en train de boire du vin en terrasse, et puis j'ai voulu essayer, ça m'a pas fait beaucoup de choses. Et par contre, il y a une fois, on est vraiment sortis, et là, vraiment, je me suis dit, ok, je me souviens vraiment distinctement m'être dit, ok, là, je veux vraiment essayer le truc à conf. Et du coup, bah, là, on est sortis toute la nuit, on a consommé toute la nuit, on a bu beaucoup, beaucoup d'alcool. En une soirée, je sais pas, on a dû aller dans 5 ou 6 bars différents. Et puis au final, on a fini la soirée, enfin c'était même la matinée du coup. On a été chez elle où elle habitait avec son copain et puis du coup on continuait à prendre de la coke et puis moi j'étais là en train de dire non mais bon c'était juste pour essayer cette nuit mais je recommencerai pas. Mais en fait j'ai su que c'était problématique tout de suite parce que en fait quand on est parti se coucher, enfin moi du coup je dormais dans le canapé, eux ils sont partis dans leur chambre et en fait quand les effets du produit ont commencé à s'estomper, en fait bah, j'ai eu ce qu'on appelle la descente et je me suis sentie hyper mal en fait. Je me suis sentie vraiment hyper mal, hyper angoissée, hyper parano et tout. Ça n'a pas duré hyper longtemps, mais du coup, je me suis dit, ah ouais, non, là c'est chaud quand même, faut pas que je recommence. Mais pour autant, j'ai recommencé. Et cette soirée-là, c'était combien de temps après la première fois où tu avais essayé? La première fois que j'ai essayé, ça devait être en juillet 2016. Et la deuxième fois où j'ai réessayé vraiment à fond, c'était plutôt, je dirais, en septembre-octobre. Est-ce que tu as reconsommé, rapidement après ça? En fait, je savais que c'était pas bien, j'avais eu une grosse culpabilité, mais je crois que j'avais reconsommé quand même au moins, enfin peut-être 3-4 semaines après, hein. Donc ça s'était réinstallé un petit peu comme ça. Et puis si tu veux, moi je me souviens très rapidement, parce que je sentais au fond de moi que c'était mal.
Et puis, moi, j'ai toujours tendance à beaucoup m'autoflageller. Et du coup, je sais que quand on consommait et tout les premières fois, je stressais beaucoup. Et il y avait toujours un moment dans la soirée où je commençais un peu à angoisser et à lui dire mais est-ce que tu penses vraiment que là je suis en train de tomber dans la drogue? Est-ce que tu penses que je suis en train de devenir toxicomane? Sauf qu'en fait, moi je disais ça, on était à des soirées, il y avait 15 personnes qui étaient vraiment toxicomanes et qui consommaient vraiment tous les jours pour certains, 1 gramme ou 2 grammes, qui se faisaient virer de leur boulot parce qu'ils piquaient dans la caisse pour pouvoir s'acheter leur conso. Donc moi, à côté d'eux, si tu veux, non, j'avais pas du tout l'air d'une toxicomane. Et puis je pense que ça les renvoyait aussi à leur propre consommation, d'avoir quelqu'un qui se pose aussi rapidement ces questions-là. Et puis moi, du coup, bah, j'essaie de me rassurer aussi par rapport à ça. Je me dis non mais c'est bon, c'est pas grave, j'en ai pas pris beaucoup, j'en ai pris quand même vachement moins que vous tous. Donc il y avait ce truc-là un peu bizarre où elle me disait en gros, bah non, t'inquiète pas, t'es pas du tout en train de tomber dedans, mais on en consommait quand même. Moi, je suis quelqu'un de très déterminé dans la vie, donc quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'obtenir. Quand il faut que je m'astreigne à une discipline particulière, je vais le faire. Mais je le faisais quand même surtout ça pour les études, tu vois, pour les études, trouver des jobs, des bons stages, etc. Et en fait, pour moi, la fête, c'était vraiment une soupape, ouais, c'était vraiment un échappatoire, un exutoire. Le problème avec cette drogue, c'est que j'avais l'impression à cette époque-là que ça me permettait vraiment d'atteindre le fameux lâcher-prise que j'arrivais pas à atteindre de façon plus saine. Et du coup, je savais que même si j'avais bien conscience et j'avais très vite compris que c'était mal et que potentiellement j'étais en train de jouer à un jeu dangereux, je savais que j'arrêterais pas tout de suite. Je savais que tant que j'aurais vraiment pas touché le fond, que j'aurais pas le déclic, et ben j'arrêterais pas. Je me retrouve face à des gens qui sont dans des sphères tellement éloignées des miennes et dans des consommations tellement excessives. Même si j'aime pas être dans le jugement, je peux pas m'empêcher de me dire là il y a un souci. On n'avait vraiment pas le même rythme de vie. Pour eux, la consommation c'était quelque chose de normal. Et je peux concevoir en fait, ça dépend de ta sensibilité aux produits, ça dépend de ton éducation, ça dépend de ta personnalité, ça dépend de je sais pas, ton niveau un peu de témérité, j'imagine. Et la plupart, bon, je pense qu'en réalité, ils n'étaient pas tous très heureux, mais globalement, ils vivaient la chose assez bien et pour eux, ça faisait partie de leur vie, en fait. Et moi, j'ai pas de problème avec ça, mais c'est juste que moi, je voulais pas que ça fasse partie de la mienne. Dans les problèmes d'addiction et de consommation, je pense qu'il y a une part où euh, on se laisse facilement influencer, mais il y a une part aussi où je pense où on est soi-même quand même très actif dans ça. C'est c'est rare. Enfin, moi, j'ai jamais entendu personne me dire ouais, un tel m'a forcé, m'a mis le couteau sous la gorge pour que je consomme. Donc la frontière, elle est quand même hyper ténue. Mais en tout état de cause, après avoir arrêté de la fréquenter, j'ai pas pour autant arrêté de consommer parce que je pense que j'étais déjà bien dans l'engrenage. Et puis je pense que quand on est dans ces schémas de consommation, on a tendance à se leurrer un petit peu et à vouloir se trouver des excuses. Et en fait, je me disais, bon, bah là, moi, je consomme plus avec ces gens-là qui sont vraiment hyper toxiques, etc. J'arrive à limiter un peu la consommation, donc ça va. Et puis là où ça commençait vraiment à dégringoler, je dirais, c'est il y a 2 ans. Je pense que je commençais à être super malheureuse dans ma vie de couple, mais que j'étais dans le déni total. Et en fait, l'alcool est devenu, bah, enfin pas l'alcool, mais je veux dire la drogue et la fête en général est devenu un exutoire, un échappatoire, parce que je me sentais très seule dans ma relation en fait. Et là, à partir de là, je pense que sur la dernière année de consommation, je pense que là vraiment ça a dégringolé. Il y avait des périodes où j'arrivais à gérer et à consommer qu'une fois dans le mois. Mais c'était catastrophique en fait, parce que je m'étais vraiment contenue pendant un mois. C'est-à-dire que je fuyais les soirées, j'avais peur, je voulais pas aller à des apéros, je voulais pas aller à des fêtes, je voulais pas sortir. J'esquivais toutes les soirées. Et en fait, dès que j'avais une soirée et je me disais, bon, bah, voilà, ça fait un mois que t'es pas sorti, maintenant il faut peut-être que tu retournes en société. Bah, là, c'était l'explosion. Là, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Puis, je me disais aussi, ah bah voilà, tu vois, t'as rien consommé pendant un mois, c'est que en vrai, t'es pas si accro que ça. Donc tu peux en fait, tu peux un peu te lâcher, ça va, c'est pas grave. Et puis et voilà, il y a eu des fois, oui, j'ai consommé 2 fois dans la même semaine. Il y a eu des périodes où peut-être que sur 3 semaines, j'ai consommé tous les samedis ou tous les vendredis, 3 semaines d'affilée. Après, mais je me rendais compte en fait sur la dernière année que les moments d'abstinence étaient de plus en plus courts. J'ai eu une consommation qui était à 99% festive. Et là, je rentre même l'alcool dedans, hein. Mais tu vois, moi, je suis pas du genre à boire chez moi toute seule.
Ça m'est déjà arrivé, tu vois, évidemment, de boire une bière comme ça, de voir un film en rentrant du boulot, mais c'est pas un truc. Enfin, moi, boire, c'est pas un truc que je faisais pour de la dégustation ou quoi. Moi, c'était vraiment, je buvais pour faire la fête et je prenais la drogue pour faire la fête. J'avais pas une dépendance à l'alcool, mais je pense que j'avais une consommation qui était préoccupante, mais comme beaucoup de gens de ma génération, je pense. L'alcool aussi me servait de prétexte, je pense, à consommer. Sobre, j'aurais jamais l'idée d'aller m'acheter un gramme, ou j'aurais jamais l'idée de, tu vois, de consommer de la drogue, quelle que soit la drogue, ou j'aurais jamais l'idée, je sais pas, de me dire, tiens, je vais me bourrer la gueule toute seule chez moi. Je pense que pour aussi assumer que j'avais envie de prendre de la drogue, il fallait que je sois ivre. Et à ce moment-là, tes relations avec, ton entourage, donc ta famille, elles ont évolué comment? Mon ancien fiancé, je lui disais parce que je me sentais hyper coupable. Donc je lui disais pas tout le temps, mais je lui ai beaucoup dit au début. Et puis il y a eu des fois où, parce que même, enfin entre-temps on s'est séparés, du coup il y a un peu plus d'un an, mais il m'a énormément aidé par rapport à mes problèmes de cocaïne. Quand on était encore ensemble, il savait que je consommais, il détestait ça, il se rendait pas compte à quel point c'était, ça commençait à insidieusement s'aggraver. Mais parce que il travaillait beaucoup, parce que moi je le cachais aussi très bien, parce que je m'arrangeais aussi parfois pour pas rentrer chez moi après une soirée où j'avais trop consommé. Donc j'allais dormir chez une copine et puis j'attendais de rentrer en étant à peu près ok. Après ma famille, ils ont jamais su, pour la simple et bonne raison que j'aurais pas pu leur en parler, même si je suis extrêmement proche de mes parents. Je sais que si j'en avais discuté avec eux, euh, une peur, en fait, se serait insinuée dans notre relation. Parce qu'on s'aime tous tellement qu'on a déjà de base tous très peur les uns pour les autres, mon frère, mon père, ma mère et moi. Et en fait, le souci, c'est que j'avais peur en fait que le fait de leur dire, ça les panique. Et je savais que ça m'aiderait pas du tout. Je savais que si je leur disais, en fait, en quelque sorte, ce serait irréversible sur la vision qu'ils ont de moi et sur notre relation. Et je considérais que bah, c'était moi qui faisais des conneries et que c'était à moi de gérer toute seule. Donc mon frère ne l'a jamais su, mon petit frère en plus, et je voulais pas qu'il voit sa grande sœur comme ça. Mes parents l'ont jamais su. Par contre, c'est vrai que je me suis éloignée d'eux quand je sortais avec mes potes ou avec des gens. Bah, le samedi, j'étais en descente ou en gueule de bois et du coup, je voulais pas qu'ils me voient comme ça. Mon père s'est remarié, il a eu un fils il y a 3 ans. Et bah, honnêtement, les 2 premières années de la vie de mon petit frère, je le voyais pas beaucoup. Je trouvais ça malsain en fait d'aller voir un bébé de 1 an tout mignon en ayant de la cocaïne dans le sang, en étant encore à moitié bourré, en étant en descente et en pleine paranoïa. Enfin, j'aimais pas du tout ça. Et puis je voulais pas voir ma mère non plus parce que bah, elle me connaît par cœur. Voilà, j'avais pas envie qu'elle me voie dans des états bizarres. Je trouvais que c'était pas respectueux par rapport à mes parents. J'avais pas envie qu'ils me voient dans des états comme ça et qu'ils s'inquiètent trop. Pour mes amis, il y a très peu de personnes qui ont su vraiment à quel point j'étais tombée, enfin à quel point j'ai vraiment touché le fond. Mais le problème, en fait, c'est que moi, dans mon entourage, il y a quand même beaucoup de gens qui consomment. Alors, il y en a qui vont consommer, qui consomment de façon vraiment pathologique, qui ont fait des cures, qui ont eu des substituts médicamenteux, etc. Après, il y a des gens qui, bizarrement, n'ont pas ce terreau fertile à la dépendance et qui, du coup, arrivent à consommer une fois, 3 fois dans l'année, sans que ce soit excessif. Mais le souci, c'est que les gens ont un rapport très bizarre à l'addiction et un rapport très bizarre à l'alcool. Dès qu'on commence à se poser des questions, en fait, ça les renvoie eux-mêmes à leur consommation. La réponse, en gros, spontanée, c'est mais non, t'inquiète, ça va. Et malgré le fait que, dans ton entourage, en tout cas amical, il y ait une consommation qui intervient assez régulièrement, et qu'on t'ait dit: «T'inquiète pas, c'est pas grave», toi, tu t'es quand même inquiétée. Ça tient à quoi justement que dans ta tête, il y ait eu, l'alarme qui se soit déclenchée et que tu te sois dit: «Là, il faudrait quand même que je fasse attention à moi»? Bah, je saurais pas te dire, vraiment, je pense que c'est juste mon instinct, en fait. En fait, sur le coup, quand les gens me disaient mais non, t'inquiète, mais toi, t'es pas du tout une toxicomane, enfin, ça va, tu prends de la coke de temps en temps, c'est vrai que t'aimes bien ça, mais c'est pas non plus dramatique. En me disant, mais regarde, enfin, tu vois, t'as un bon boulot, t'as fait des super bonnes études, t'as un mec, t'as une vie normale, t'inquiète pas, y a pas de souci. Bah, en fait, sur le coup, ça me rassurait parce que, bah, à l'instant T, surtout quand j'étais en train de consommer, ça me permettait d'atténuer mon angoisse. Mais je me disais quand même,
non, enfin, ça reste de la cocaïne, c'est de la drogue. Et ce que je me disais aussi, et c'est un curseur maintenant que j'utilise, bon, qui n'est pas vraiment vérifiable pour tout, mais en tout cas pour la drogue et pour les consommations comme ça, je me disais, enfin, si tes parents te voyaient dans cet état-là, quand tu es en descente, comment est-ce que tu penses qu'ils réagiraient? Et en fait, je savais qu'ils auraient eu des réactions dramatiques, mais parce qu'ils auraient été face à un spectacle complètement pathétique. Donc, je savais au fond de moi qu'il y avait un truc qui n'était pas normal. Et c'est ça aussi que j'ai appris dans tout ce parcours pour m'en sortir. C'est que, en fait, il faut pas se fier à ce que les gens disent. Il faut souvent, en fait, se fier à soi-même. Et si au fond de soi, on a l'impression que la consommation, elle commence un peu à déraper, qu'on a peut-être un peu trop d'effets, qu'on a besoin d'en prendre un peu plus, qu'on est plus déprimé, qu'on n'a pas vraiment de morale, qu'on commence à perdre de la motivation, qu'on commence à perdre goût à ce qu'on aime, bah, c'est qu'il y a un souci en fait. Et il faut pas forcément écouter les gens qui vont dire mais non, t'inquiète, pas de souci. Surtout quand c'est des gens qui eux-mêmes consomment énormément. Et à quel moment, toi, tu as senti que tu touchais le fond? Alors en fait, moi déjà, j'ai consommé, je dirais, pendant ouais, à peu près 3 ans. Et j'ai eu plusieurs avertissements. Je dirais que j'ai eu 3 avertissements. Et là où j'ai vraiment senti que je touchais le fond, c'était le 22 novembre 2019. En fait, j'allais à une soirée, donc c'était vendredi soir, j'allais rejoindre des amis à un anniversaire. Comme d'hab, voilà, je crois que je sortais directement du boulot, donc j'avais pas mangé. Je suis arrivée, j'ai bu des bières, j'ai bu du vin, j'ai commencé à être un peu ivre. Puis là, je sais pas, je sympathisais avec une fille qui pour le coup est vraiment cool, hein, et enfin qui était cool parce que je l'ai plus jamais revue. Et en fait, je lui ai demandé si elle avait pas de la coke. Et elle en a demandé à son copain, donc son copain nous en a passé, donc on a été aux toilettes, on en a pris. Et là, en fait, j'ai complètement vrillé, c'est-à-dire que on a continué à en prendre pendant la soirée où on était dans le bar. Et en fait, la fille dont c'était l'anniversaire proposait qu'on aille tous chez elle dans son appart. Donc on s'est retrouvés à 40 à peu près. Et il faut savoir que les gens avec qui j'étais, à 90%, consommaient, mais beaucoup. Ils consommaient énormément, ils consommaient aussi de la kétamine, ils consommaient beaucoup d'ecstasy, voilà, pour ce que j'en sais en tout cas. Le mec de cette fille, en fait, lui, était dealer. Enfin, il a un métier normal dans la vraie vie, hein, mais il était aussi dealer à côté. Et du coup, avec un pote, on a acheté 1 gramme tous les deux. Et en fait, on en a pris toute la soirée. Sauf que moi, en fait, le lendemain, je devais partir en week-end pour l'anniversaire d'une autre copine. Enfin, d'une vraie amie, pour le coup. Et on devait partir avec une très bonne amie à moi en province. Et j'avais mon train à 10h. Quand j'étais en after, plus l'heure tournait. Et plus je me disais, bon, bah, c'est pas grave, bon, bah, là, j'ai peut-être raté 1 heure de sommeil. Et puis, je continuais à consommer. Donc, je savais qu'en plus, avec tout ce que j'avais consommé, j'arriverais pas du tout à dormir. Et puis, finalement, je me disais, bon, bah, au pire, c'est pas grave, je rentre chez moi, je fais mon sac, et puis je repars à la gare. Et en fait, bah, je suis même pas repassée chez moi. Donc, j'ai envoyé un message à la pote que je devais retrouver à la gare Montparnasse. Je lui ai dit, écoute, meuf, j'ai pas dormi de la nuit, je suis restée à l'after. Là, je viens directement à la gare. Donc, s'il te plaît, il me restait qu'une nuit. Donc, je lui ai dit, prends-moi une brosse à dents, une culotte, une fringue, peu importe. Et en fait, elle a hyper bien réagi. Elle a fait comme si c'était normal. Elle m'a dit, ok, d'accord, pas de souci. J'ai pris un taxi jusqu'à la gare Montparnasse. Le seul truc auquel je me raccrochais à ce moment-là, c'était que je voulais surtout pas m'endormir devant ma pote dans le train, comme une loque. Donc, je voulais rester éveillée. Je voulais que pendant les 2 heures de train, je puisse avoir une conversation normale avec elle et que je sois pas complètement à l'ouest, quoi. Même si je l'avais prévenu que j'arriverais avec une gueule pas très présentable. Et bah, du coup, dans le taxi, j'ai demandé au chauffeur si je pouvais sniffer de la cocaïne dans sa voiture. Je pense que c'était pas la première fois qu'on lui demandait parce qu'il a pas été hyper surpris. Il m'a juste dit ouais, par contre, te fais pas cramer. Puis là, en fait, j'ai senti dans son regard, de un, il me prenait pour une folle. De deux, qu'il était face à un spectacle qui était aussi désolant que pathétique. Et de trois, je sais pas si c'était la paranoïa parce que la cocaïne rend un peu parano, mais j'ai eu l'impression vraiment pendant une fraction de seconde, parce que je voyais comment il me regardait avec un air un peu libidineux et tout, et pendant une fraction de seconde, je me suis dit, en fait là, s'il veut, je suis tellement dans un état de dingue qu'il peut ne pas m'emmener à la gare et je pourrais pas faire grand chose s'il décide de m'agresser. C'est passé très vite, il m'a déposé à la gare, et en fait, je suis arrivée à la gare, donc j'ai retrouvé mon ami, je m'étais pas lavée, je sentais l'alcool, je pense que j'avais les yeux explosés. Et en fait, du coup, on s'est assis dans le train. Moi, je commençais à être de plus en plus fébrile parce que les effets commençaient à s'estomper et je voulais surtout pas avoir de descente dans le train. Parce que moi, dans ces moments-là, comme beaucoup de
genre je pense, hein, je pleure, je remets toute ma vie en question, j'angoisse, je peux faire une crise d'angoisse. Enfin, j'ai jamais vraiment fait de crise d'angoisse, mais je peux avoir un niveau d'angoisse très élevé, d'anxiété, etc. Donc en fait, j'attendais juste qu'une chose, c'était que le train démarre et que j'aille dans les toilettes pour reprendre de la cocaïne. Donc j'en ai repris 2-3 fois, je pense. Il était quand même, ouais, je sais pas, 11 heures du mat, un truc comme ça. On est arrivé chez mon ami, on lui a pas expliqué, on est resté vague, on lui a juste dit, écoute, pas eu le temps de dormir, voilà, bon bref, compliqué. Elle n'a pas trop posé de questions. Du coup, on est arrivé à l'heure du déjeuner. Moi, je leur ai dit que j'étais clairement pas en état de manger. Donc, je me suis couchée. Elles sont parties déjeuner, elles sont parties se balader en ville pendant 3 heures. Et en fait, quand elles sont revenues, bah, moi, j'avais pas réussi à dormir. J'avais dormi peut-être, je sais pas, sur 3 heures, 3 fois 10 minutes et vraiment très légèrement. Quand je me suis levée, bah, il fallait qu'on prépare l'appart parce que ma pote recevait ses invités. Et bah, en fait, on refaisait la fête, quoi. Donc là, en fait, assez naturellement, je me suis dit, ok, là c'est trop. Là, t'as déjà eu 3 avertissements, t'as déjà eu des grosses descentes où vraiment t'as flippé. La dernière en date, elle date d'il y a à peine un mois ou deux. Le déclic, il faut que tu l'aies de façon active. Donc, il faut que tu le provoques. Et tu sais que si tu veux, tu peux arrêter. Mais c'est juste que là, en fait, toi, t'as la flemme parce que tu préfères te laisser couler dans ta dépression par rapport à ta rupture, par rapport à plein de trucs. Et t'as pas envie de t'en sortir, en fait. T'as juste envie de te laisser, je sais pas, aller en déliquescence comme ça. Et je me suis dit, là, non, là, c'est trop. Et en fait, je l'ai vraiment vécu comme un manque de respect par rapport à ces deux amies-là. Parce que c'est des filles qui sont très carrées, qui sont très saines, qui sont très réfléchies. Une de mes amies, en plus, a un père qui a des gros problèmes d'alcoolisme et qui a aussi, d'après ce que j'ai compris, des gros problèmes d'usage de drogue. Et du coup, je trouvais que c'était un manque de respect, en fait, pour moi, de me présenter comme ça, dans un état aussi pitoyable, le jour de son anniversaire. Et du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'en ai parlé avec mon ex, j'ai envoyé des messages. Bah, il a eu raison de me dire ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, écoute, je suis hyper triste de voir qu'il y a encore un mois, t'avais rien consommé et que là, tu retombes dans tes trucs. Tu fais pas vraiment d'effort, quoi. Enfin, en fait, moi, le truc, c'est ça, c'est que j'avais jamais vraiment essayé d'arrêter. Je me disais un peu comme ça que bon, ce serait bien que j'arrête un jour, mais je comptais un peu sur le fait qu'un jour j'aurais un déclic et que je changerais de rythme de vie. Bah, je me suis dit, bah voilà, maintenant t'as fait des conneries, t'assumes, ça va être compliqué. Il va falloir que tu repasses en vue tout ce que t'as pu faire, toutes les soirées glauques où t'as été, toutes les personnes glauques avec qui t'as pu avoir des conversations insensées, toutes les fois où tu as pu te mettre en danger et pendant très longtemps, quand j'y repensais, ça me faisait vraiment froid dans le dos. Et du coup, je me suis levée, j'ai été vider le reste de cocaïne qui me restait dans les toilettes. J'ai été jeter le pochon dans la poubelle. Et en fait, j'ai fait la fête avec mes amis, mais j'ai pas bu d'alcool. De toute façon, c'était physiquement impossible pour moi. Mais on a quand même bien rigolé. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à avoir un regain et un sursaut d'énergie. Donc j'ai tenu sans rien et en étant épuisée jusqu'à, je sais pas, 1 heure du matin, 2 heures du matin. Et après, les filles ont vu vraiment que j'étais pas bien, donc on est rentré se coucher. Là, j'ai vraiment pu dormir. Le mardi suivant, je suis allée à ma première réunion narcotique anonyme en me disant que peut-être que j'irai pas tout le temps et peut-être que je serai pas voilà, que j'irai peut-être pas non plus pendant 20 ans, mais je me suis dit, ok, t'as pas vraiment voulu essayer, t'as pas fait d'efforts, t'en as parlé avec ton psy, malgré les mises en garde, ça t'a pas fait arrêter. Donc là, aujourd'hui, en fait, il est temps d'essayer des choses que tu n'as jamais voulu essayer. Quand tu vas au Narcotique Anonyme, eux, ils considèrent que l'alcool aussi est une drogue. Et du coup, ils sont hyper stricts par rapport à ça. Donc, ils sont stricts, mais ils sont à la fois très bienveillants. C'est-à-dire que moi, j'ai été super bien accueillie. Il y a plein de gens qui sont venus. Enfin, quand tu arrives et que tu es nouveau en fait, à une réunion, tu es la personne la plus importante de la réunion. Donc, les gens vont t'expliquer ce que ça va t'apporter comme bienfait. Ils vont te faire un partage d'expérience. Ils vont te dire que voilà, si tu n'arrives pas à être abstinente tout de suite, c'est pas grave. La plupart des gens, quand ils y vont, en fait, ils continuent à consommer. Et au bout de quelques mois, et parfois même quelques années, ils arrivent à être abstinents. Donc moi, en fait, quand je suis arrivée, je leur ai expliqué que bah, moi, j'étais déjà abstinente sur la drogue et sur l'alcool depuis 3 jours, du coup. Du coup, bah, je suis allée aux réunions, ça m'a beaucoup aidée parce qu'en fait,
j'avais une image assez négative des narcotiques anonymes. Moi, je m'attendais vraiment à un truc, tu sais, glauque, avec des histoires horribles, avec des gens où, tu sais, tu vois physiquement qui sont drogués. Enfin, je me faisais un peu une image d'Épinal erronée de ce truc-là. Et en fait, quand je suis arrivée, j'ai vu que la plupart des gens avaient quand même l'air à 90% en très bonne santé. Alors oui, j'ai entendu des choses glauques, mais ça permet aussi de te remettre les idées en place. En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est la bienveillance. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est qu'en écoutant les partages des gens, je me suis sentie concernée et j'ai compris beaucoup des mécanismes de consommation que j'avais. Je me rendais compte, et c'est pour ça, tu vois, qu'en début de l'interview, je te disais que pour moi, l'addiction, c'est un spectre qui est très large, qui va de la consommation nocive à la consommation pathologique, où tu vas être en état de manque physique, vraiment, où tu vas avoir besoin d'un substitut médicamenteux. Donc j'ai fait ça jusqu'au mois de mai, je dirais, mai-juin. Donc j'y suis allée hyper régulièrement j'y suis allée régulièrement pendant 6 mois. Mais assez rapidement, si tu veux, il y a des choses qui ont commencé un peu à me déranger avec les narcotiques anonymes. C'est que, premièrement, moi j'aime bien, c'est vrai, quand j'ai un souci, utiliser tout l'arsenal d'outils que j'ai à ma disposition. Maintenant, narcotiques anonymes, pour moi, je pense que ça a été bénéfique, ça m'a remis les idées en place. J'ai pu comprendre pas mal de choses par rapport aux mécanismes de consommation, mais j'ai l'impression, avec un peu de recul, que c'était peut-être un peu trop zélé de ma part, dans le sens où il y avait pas mal de choses où je me sentais pas à ma place en fait, où je me sentais pas où je me sentais en décalage, et où je me sentais pas concernée. C'est-à-dire que assez rapidement, en fait, j'ai eu l'impression tu vois, d'être un peu, tu sais, comme les journalistes qui vont faire des documentaires sur des sujets hyper délicats et qui ont besoin d'avoir un peu une identité de couverture. Et moi, je me sentais un peu voyeuse quand j'allais là-bas parce que, en fait, je me retrouvais face à des gens qui avaient des références communes par rapport à leur usage de la drogue que moi, je n'avais pas. Donc il y a des gens, tu vois, à la fin des réunions qui se confiaient à moi, qui me parlaient des produits qu'ils consommaient, mais moi c'était des produits que je savais même pas, dont je savais même pas qu'on pouvait se droguer avec. Ils parlaient beaucoup, tu sais, de centres de cure de désintoxication, etc. Et moi je ressentais pas du tout le besoin. Tu t'avais pas l'impression d'échanger avec des gens qui vivaient exactement les mêmes problématiques que toi. C'est ça, c'est ça. Et en fait, si tu veux, comme l'un des principes fondamentaux des narcotiques anonymes, c'est de ne pas être dans le jugement. Bah, en fait, moi, j'avais vachement honte de penser ça parce que j'avais l'impression que c'était faire preuve un peu d'arrogance, tu vois, de me dire non mais je suis pas comme eux, alors que pas du tout. Mais c'est juste qu'à un moment donné, tu vois, quand c'est à ton tour de parler et que tu passes après quelqu'un qui fume du crack ou tu vois qui se pique, qui en est à sa troisième cure, parce que tu as des gens dans ces réunions-là qui sont SDF, mais tu vois, qui sont logés dans des hôtels sociaux, etc., qui ont perdu, mais littéralement toute leur vie, qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu leur job, qui ont perdu leur maison. Et toi, tu arrives derrière et tu dis, bon, bah voilà, moi, ça fait 5 mois que j'ai rien consommé, que j'ai pas bu d'alcool, mais en fait, ça va. Et les trucs qui me préoccupent le plus en ce moment, c'est plus ma rupture amoureuse. Enfin, tu sais, tu te sens un peu gênée, quoi. Et puis, comme je te disais, par rapport à l'alcool, eux, ils préconisent vraiment de pas du tout, du tout, du tout boire. Quand j'ai arrêté la cocaïne, j'ai vraiment voulu utiliser le chemin le plus rapide parce que j'en avais marre. Et ce que j'aurais pu faire, c'est continuer à boire, mais en revoyant ma consommation dans un rythme, tu vois, plus normal. Juste arrêter la cocaïne et progressivement revenir à une consommation d'alcool plus normale que les derniers mois qui étaient causés par ma dépression amoureuse. J'ai voulu aller vite, donc je me suis dit, ok, en fait, c'est pas compliqué. Quand t'es ivre, tu te donnes le prétexte et tu as l'assurance pour appeler un dealer. Donc en fait, c'est simple, tu vas pas boire d'alcool. Tu vas pas boire et si tu bois pas, tu consommeras pas. Et en fait, le plus difficile pour moi, si tu veux, c'était plus le fait d'être à une soirée, d'être la seule à absolument rien boire, parce que j'ai continué à sortir beaucoup. Je faisais des soirées jusqu'à 6 heures du matin, sauf que en fait, je buvais du jus de pomme, du jus de gingembre. Et en fait, ce qui a été plus compliqué, je dirais, ça a été plus la recherche, enfin, me retrouver moi-même et me souvenir que, à l'époque, quand j'avais 14 ans et que je sortais en boîte, en fait, je tenais déjà jusqu'à 6 heures du matin sans rien du tout, juste en fumant des clopes et en buvant du jus de pomme ou du coca. Tu vois, pendant le confinement, j'ai eu le temps de beaucoup réfléchir, etc., etc. Et sans vouloir être, tu vois, en me disant, oh là là, il faut absolument que je boive, je sais pas quoi, je me disais, franchement, pour l'instant, je m'en sors plutôt bien et
j'ai pas envie de rester sous la coupe des NA en fait. Il y a des gens qui ont, qui ont cette pathologie-là, qui sont vraiment malades, et je peux comprendre pour eux que ce soit une vigilance de toutes les secondes. C'est-à-dire que c'est des gens, tu vois, la plupart des gens au NA, il faut savoir qu'ils vont en réunion tous les jours. Et t'en as qui sont là-bas depuis 10 ans, donc ils se connaissent tous. Et moi, en fait, à chaque fois que j'allais à une réunion, bah, comme je suis pas hyper intégrée dans le truc, bah, les gens pensaient que j'étais nouvelle, en fait, que c'était ma première réunion. Alors que moi, j'en faisais une ou deux comme ça me faisait vachement bien quand j'y allais. J'ai commencé à aller mieux en travaillant sur moi-même aussi à côté, hors de mes problèmes de consommation de drogue. C'est-à-dire que j'ai entrepris un voyage pour renouer un peu avec une certaine partie de ma famille. Ça m'a fait énormément de bien. J'ai commencé à me dire qu'il fallait que je fasse les choses pour moi et pas pour les gens. Et quand j'ai commencé à faire ça, bah forcément, ça allait beaucoup mieux aussi. Et du coup, en fait, je trouvais que c'était un peu malhonnête par rapport à moi et même par rapport au NA de garder cette béquille-là alors que j'en avais pas forcément besoin, tu vois. Dans le sens où je pouvais, où je me suis jamais, auparavant, je m'étais jamais vraiment donné la chance d'arrêter parce que tout simplement, j'en avais pas envie. Et parce qu'en fait, j'attendais d'avoir ce déclic-là. Je commençais aussi, tu vois, à avoir un rapport hyper anxiogène à l'alcool, ça me faisait hyper peur. Et en fait, je me connais et je sais que, tu vois, moi, un truc qui va cristalliser des angoisses comme ça, si au final je finis par y toucher un jour, bah, ça repart en fait. Et en fait, je voulais avoir un rapport plus sain avec l'alcool parce que je savais que si je continuais à avoir peur comme j'en avais peur, ben en fait, c'était la meilleure façon de refaire des grosses conneries, quoi. T'es resté combien de temps chez les NA déjà? 6 mois. Et du coup, ben, j'ai commencé à aller de moins en moins en réunion. De toute façon, il y avait le confinement, donc tu avais des réunions sur Zoom. Donc j'en ai fait quelques-unes. Et en fait, il y a une réunion qui m'a particulièrement angoissée. C'était une réunion sur la rechute. Et je me suis dit, ok, en fait, au début, ça te faisait du bien, mais là, ça commence à devenir anxiogène. Donc il faut encore une fois trouver une autre solution. C'est pas grave, mais il faut le faire. Et du coup, bah, c'est là que je me suis tournée vers le XAPA. Et c'est vrai qu'ils étaient un peu surpris au début parce que ils me disaient, voilà, ils me disaient... Et en fait, ce que j'ai bien aimé avec eux, c'était ils m'ont pas demandé si je voulais rester abstinente, pas abstinente, par rapport même à la cocaïne, hein, mais ils étaient plus dans une démarche où il faut réapprendre à vivre avec ce souci-là. Donc ils m'ont demandé ce que je voulais faire. Ils m'ont dit est-ce que vous voulez continuer à être abstinente à 100%, sachant que vous êtes déjà abstinente à 100% depuis 6 mois, ou est-ce que vous voulez reboire de temps en temps, comment ça se passe en fait. Donc j'ai eu des rendez-vous avec la dictologue, à la suite desquels en fait elle m'a dit non, bah moi je pense pas que vous avez une dépendance, enfin une addiction en tant que telle. Par contre c'est vrai que vous avez eu un usage très négatif, enfin très nocif pardon, et qu'il faut rester vigilant parce que le fait d'avoir pris de la cocaïne, ça active une partie du cerveau qui prend très vite la mémoire de ce genre de choses. C'est-à-dire qu'elle m'expliquait voilà, si vous rebuvez, il se peut que instantanément, sans même être ivre, vous ayez réenvie de cocaïne. Que l'alcool devienne un stimuli à la cocaïne, quoi. Exactement. Moi, je leur ai demandé conseil, je leur ai dit franchement, vous êtes les professionnels. C'est juste que là, j'ai l'impression que je peux prendre mon indépendance par rapport au NA, que par rapport à l'alcool, bah, en refaisant attention, peut-être que je peux reconsommer, mais en réalité, moi, l'important pour moi, c'était même pas de reboire. C'était juste de me dire que j'ai plus cette épée de Damoclès là au-dessus de la tête où je me dis, si tu bois, tu vas forcément retourner dans tes travers. Si vous me dites en tant que professionnel que pour vous, il est absolument inenvisageable qu'un jour je reboive, et ben je le ferai pas, j'ai pas envie de prendre le risque parce que je suis tellement bien dans ma vie maintenant sans ces soucis-là que je veux pas faire de bêtises. Elle m'expliquait que voilà, il y avait certains volumes d'alcool que je devais pas dépasser, etc. Et du coup, bah, je rebois un petit peu depuis un mois et ça se passe plutôt bien. Là, c'est ce que tu nous disais, tu étais plutôt dans une consommation inquiétante qui aurait pu déboucher sur une addiction pathologique. Quelles sont les clés que tu aurais envie de partager avec des personnes qui seraient dans la même situation que toi à cette époque et qui auraient besoin d'aide pour pas tomber dans l'addiction eux aussi? Déjà, je leur dirais que c'est hyper difficile, mais qu'il faut être honnête avec soi-même. À partir du moment déjà où on a l'impression qu'on a un problème, c'est un signal que notre mental nous envoie ou même que notre corps peut nous envoyer. Parce que moi, par exemple, tu vois, je sais que même physiquement, je commençais à avoir quelques soucis. C'est-à-dire que, tu vois, bah forcément, quand tu prends de la cocaïne, ça te coupe l'appétit. Enfin, moi, ça me coupait l'appétit, en tout cas. Donc, j'avais l'impression, tu vois, de mincir, mais, enfin, même pas de mincir, de maigrir. Mais tu sais, c'est pas de la minceur
de quelqu'un qui est en bonne santé et qui est musclé, qui est tonique parce qu'il fait du sport. C'est, tu sens que c'est une minceur qui est pas saine en fait. Je commençais à avoir vraiment très 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 mauvaise mine. Je commençais parfois à avoir des bouffées de chaleur et je commençais aussi, je sentais que je butais de plus en plus sur les mots et que j'avais une élocution de plus en plus saccadée. J'avais parfois les mâchoires pas qui se crispaient, mais comme si j'avais des fourmis dans les mâchoires. Et donc déjà, je dirais de faire attention à ces signaux-là que le corps envoie, que le mental envoie. Je dirais qu'il faut être honnête avec soi-même et qu'il ne faut pas hésiter à faire un examen de tout ce qu'on a consommé et de la façon dont on l'a consommé. Mais même, tu vois, après moi, je fonctionne beaucoup par carnet, par liste, etc. Et voilà, et se dire, bon, bah ok, je vais faire le bilan. Est-ce que je consomme tous les week-ends? Est-ce que quand je consomme tous les week-ends, est-ce que je le fais tout seul? Est-ce que je le fais avec des amis? Est-ce que j'attends d'être avec des amis pour consommer? Mais est-ce que seul, je pourrais consommer quand même? Vraiment se poser les bonnes questions et ne pas hésiter à en parler franchement. Et si on est dans un groupe d'amis où les gens ont des consommations un peu excessives, bah, ne pas hésiter à essayer d'amener le débat. Bon, la chance que j'ai, c'est que mes amis vraiment très très proches, mes meilleurs potes, eux, ils ont déjà consommé, mais c'est pas du tout des consommateurs réguliers. Et je rebondis du coup un peu en retard, mais tu sais, quand tu me parlais des rapports que j'avais avec mes amis quand je consommais, en fait, moi justement, je consommais pas avec mes meilleurs potes du tout parce que eux, ils prenaient rien. Donc, si tu veux, dans ce cadre-là, je m'étais quand même plus rapprochée d'un deuxième, voire troisième cercle d'amis dont je savais qu'ils consommaient et avec qui je pouvais consommer en toute impunité sans me sentir coupable. Mais mes amis proches savent que j'ai arrêté. Quand j'ai pas bu d'alcool pendant 7 mois, bah, mes amis le savaient. Il y en a qui ont eu des réactions un peu bizarres parce que ça les ramenait à leur consommation d'alcool, mais globalement, enfin, les gens me disaient c'est quand même super cool. Et par contre, les gens qui voyaient ça un peu d'un mauvais œil et qui essayaient un peu de me faire retomber dans le truc, c'était plutôt les gens avec qui j'avais eu l'habitude ou l'occasion de consommer des drogues à l'époque. Si tu croisais la Martha qui a pris de la cocaïne pour la première fois, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Honnêtement, je sais pas parce que, en fait, d'un côté, j'aurais eu envie de dire à la Martha, il y a 5 ans, 4-5 ans, enfin, de limite enfin, épousseter la cocaïne qui était sur la table et lui dire tu touches pas à ça, c'est de la merde. Mais d'un autre côté, je sais comment j'étais à l'époque et j'étais têtue. Et puis, je pense que sur ces questions-là, je manquais de maturité. Et du coup, malheureusement, je sais pas si la Martha de l'époque m'aurait écouté. Au mieux, elle m'aurait écouté sur le coup, mais ça lui aurait peut-être encore plus donné envie de consommer et d'essayer. Par contre, ce que j'aurais souhaité pour la Martha de l'époque, c'est qu'elle ait eu peut-être la chance d'avoir une prévention plus saine par rapport à la drogue. Alors pourquoi c'était important pour toi de témoigner aujourd'hui? Alors, c'était hyper important pour moi parce que, bah, déjà, comme je t'avais dit, à l'époque où moi j'ai entrepris ce travail, voilà, où j'ai arrêté de boire de l'alcool pendant pas mal de temps, où j'ai arrêté de consommer de la cocaïne, en fait, j'aurais bien aimé avoir un podcast sur le sujet. Et il n'y en avait pas. Donc, j'aurais bien aimé avoir un podcast comme ça, moi, à l'époque. Et puis surtout parce que, comme je te disais, tu vois, pour moi, l'addiction, c'est vraiment quelque chose de très large. C'est un spectre qui est hyper large. Et du coup, on parle bah, souvent, malheureusement, ça se comprend, des cas qui sont les pires. Je pense qu'il faut aussi parler des moments où on est dans cette consommation qui est très nocive et où, en fait, on peut très, très vite se laisser aller à l'addiction. Et là, en fait, ça devient vite trop tard. Au final, on parle soit d'abstinence totale, enfin, tu vois, des gens qui n'ont pas de problème d'addiction, soit de l'addiction vraiment quand elle devient pathologique et que ça arrive à des drames, mais qu'on ne parle pas, en fait, de ce moment charnière où on passe on parle pas assez du basculement en fait, tu vois. Et c'est important parce que on peut encore s'arrêter à ce moment-là. Oui, tu as raison de le dire parce qu'avant l'addiction, il y a la consommation préoccupante dont tu parles et si on est informé à ce moment-là, peut-être qu'il y a moins de chances de tomber, sur la pathologie qui en découle derrière et sur laquelle, c'est beaucoup plus difficile de s'en sortir ou en tout cas, on s'en sort, hein, c'est pas le souci, mais où l'accompagnement et le chemin sera un peu plus long que si on avait pris, le problème, à bras-le-corps juste avant, quoi. Ce que je voulais dire aussi, c'est que tu vois, quand tu es dans cette consommation préoccupante, tu peux en fait juste avoir la flemme de te prendre en main parce que comme t'es pas encore dans l'addiction, au final, c'est pas très grave. Tu vois, t'arrives quand même encore à te contrôler. Et justement, c'est là que, en fait, qu'est vraiment le souci. C'est que tu as la flemme de t'en occuper et au final,
tu dérapes de plus en plus vite, quoi. En plus, il y a une culture cocaïne qui est assez particulière, où, comme tu disais, hein, quand les gens te disent non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, c'est pas ce que tu consommes de temps en temps que tu vas sombrer. Mais on n'est pas tous égaux face à ça. Et surtout, quand on est dans une phase de notre vie où ça va pas trop, ça peut avoir des conséquences beaucoup plus graves. Donc, c'était intéressant d'aborder ces points-là avec toi. Alors pour finir, est-ce que tu as un mot de la fin? Le mot de la fin, c'est le titre de ton podcast, On s'en sort. En fait, je pense qu'il ne faut pas se concentrer que sur le souci d'addiction à la drogue ou à l'alcool ou les deux, mais il faut bosser sur ça, mais il faut aussi bosser en parallèle sur globalement ce qui ne va pas dans sa vie. Merci Martha d'avoir partagé avec nous ce moment de ta vie où tout aurait pu basculer. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le commenter et à mettre un maximum d'étoiles au podcast. Enfin, si vous avez des questions ou si vous souhaitez témoigner, retrouvez-moi sur Facebook et Instagram @onsensort ou par mail contact.onsensort@gmail.com. Je vais profiter de ces fêtes de fin d'année en famille et vous retrouve le 7 janvier pour un nouvel épisode. D'ici là, restez connectés, je suis certaine que vous avez tous été très sages, alors le Père Noël pourrait bien passer ici aussi. Prenez soin de vous et à très vite. Si vous avez besoin d'aide, d'informations ou d'écoute, vous retrouverez l'ensemble des numéros verts à votre disposition dans la description de l'épisode.